Vous sortez dans votre jardin, plein d'espoir, et vous voyez que votre ail a enfin germé après un long hiver. Mais quelque chose cloche. Les pointes sont jaunes, les pousses semblent faibles, la panique s'installe, et si toute la récolte était déjà compromise, ne touchez à rien. L'erreur la plus courante, commise avec les meilleures intentions, peut justement ruiner vos chances d'avoir de belles têtes d'ail. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le plan de sauvetage complet, étape par étape, pour transformer ces jeunes pousses fragiles en une récolte abondante et savoureuse. Restez bien jusqu'à la fin, car l'astuce numéro 7 pourrait bien vous surprendre et changer complètement votre façon de voir la culture de l'ail. Préparez-vous, car ce que vous ferez en mars déterminera tout le reste. Pour bien comprendre l'importance des soins de mars, il faut se mettre à la place de votre plant d'ail. Durant tout l'hiver, il a survécu sous terre, en état de dormance. Il a enduré le froid, l'humidité, peut-être le gel et le dégel successifs. C'est un véritable survivant. Avec l'arrivée du printemps, l'allongement des jours et le réchauffement du sol, il reçoit le signal qu'il est temps de se réveiller et de lancer sa croissance végétative, c'est-à-dire de produire des feuilles. Cette phase est absolument cruciale. Pourquoi ? Parce que chaque feuille verte qui va se développer correspond à une future gousse dans la tête d'ail. Plus vous aurez de belles et grandes feuilles en bonne santé, plus votre tête d'ail sera grosse et bien formée. Mars est donc le mois du grand départ. La plante puise dans les réserves du cailleux planté en automne, mais celles-ci sont limitées. Elle doit rapidement développer un système racinaire fort pour aller chercher les nutriments et l'eau dans le sol. C'est une période de grande vulnérabilité, et la moindre erreur de notre part peut freiner cet élan vital. La toute première étape, avant même de penser à un arrosoir ou à un engrais, est l'observation attentive. C'est le moment de jouer au détective dans votre propre potager. Promenez-vous le long de vos rangs d'ail et examinez chaque plant. Que voyez-vous exactement ? Les jeunes pousses sont-elles d'un vert franc et vigoureux, ou bien tirent-elles vers le jaune ? Notez la hauteur des tiges. Sont-elles uniformes, ou y a-t-il des plants qui semblent à la traîne, luttant pour percer la surface ? Regardez attentivement la pointe des feuilles. Un léger jaunissement sur la toute première feuille, la plus ancienne, peut être tout à fait normal. C'est simplement le signe que la plante se débarrasse de ses habits d'hiver pour concentrer son énergie sur la nouvelle croissance. Cependant, si le jaunissement est généralisé, s'il affecte les nouvelles feuilles, ou si les tiges semblent faibles et chétives, c'est un signal d'alarme. Le sol autour des plants est-il craquelé et dur ou semble-t-il encore meuble ? Y a-t-il des signes de pourriture à la base ou au contraire, une sécheresse excessive ? Prenez des notes mentales ou même écrites. Cette évaluation initiale est fondamentale car elle dictera toutes les actions que vous entreprendrez par la suite. Agir sans diagnostiquer, c'est comme prendre un médicament sans savoir de quelle maladie on souffre. Votre ail vous parle, et en mars, il est crucial d'écouter attentivement ce qu'il a à vous dire. Maintenant que vous avez observé, passons à la première action physique, le décompactage du sol. Après des mois de pluie, de neige et de piétinement, la terre autour de vos plants s'est inévitablement tassée. Elle a formé une croûte en surface qui peut devenir aussi dure que du béton, surtout sur les sols argileux. Cette croûte est un véritable ennemi pour votre ail. Elle empêche l'air de circuler jusqu'aux racines, ce qui peut les asphyxier. Elle bloque la pénétration de l'eau de pluie qui va ruisseler au lieu de s'infiltrer. Et surtout, elle freine le développement du bulbe qui commencera à se former plus tard. L'opération est simple, mais doit être menée avec une extrême délicatesse. Munissez-vous d'un petit outil, comme une griffe à main ou même une vieille fourchette. L'objectif n'est pas de labourer, mais de gratter doucement la surface du sol sur 1 ou 2 centimètres de profondeur, tout autour de chaque plant. Faites bien attention à ne pas vous approcher trop près de la tige,
pour ne pas blesser les racines superficielles qui sont très fragiles à ce stade. Ce simple geste va aérer la terre, faciliter l'absorption de l'eau et des futurs nutriments et donner à vos plants une bouffée d'oxygène littérale. C'est un peu comme déboutonner un col de chemise trop serré pour pouvoir enfin respirer à plein poumon. Faites-le sur un sol ni trop mouillé, ni trop sec pour un résultat optimal. Une fois le sol aéré, vos yeux vont certainement se poser sur les autres petites pousses vertes qui apparaissent entre vos rangs d'ail, les fameuses mauvaises herbes. En mars, elles aussi se réveillent et elles sont redoutablement efficaces pour concurrencer votre ail. Elles vont lui voler la lumière, l'eau et, plus grave encore, les précieux nutriments dont il a désespérément besoin pour son démarrage. Un premier désherbage précoce est donc indispensable. Cependant, la brutalité est à proscrire. N'utilisez surtout pas de houe ou de serre-fouette à ce stade, car vous risqueriez de déchausser vos plants d'ail ou de sectionner leurs jeunes racines. La meilleure méthode est le désherbage manuel. C'est plus long, mais c'est la seule garantie de ne pas faire de dégâts. Profitez d'une journée où le sol est légèrement humide, les herbes s'arracheront plus facilement avec leurs racines. L'avantage de s'y prendre tôt, c'est que les adventices sont encore petites et leur système racinaire est peu développé. Ce qui prend un peu de temps maintenant vous évitera des heures de travail plus tard, lorsque les herbes se seront solidement installées. Voyez ce premier désherbage comme un acte de protection. Vous offrez à votre ail un environnement sans compétition, lui permettant de canaliser toute son énergie dans sa propre croissance, plutôt que de devoir se battre pour sa survie. Après l'effort, le réconfort. Votre ail a été inspecté, son sol a été aéré et nettoyé. Il est maintenant temps de lui donner son premier repas de la saison. C'est une étape capitale. L'ail est une plante gourmande, et au sortir de l'hiver, il a une faim de loup, surtout d'un élément en particulier, l'azote. L'azote est le moteur de la croissance végétative, c'est-à-dire du développement des feuilles. Comme nous l'avons dit, plus de feuilles signifie une plus grosse tête d'ail. Un apport d'engrais riche en azote au début du printemps va donc donner un véritable coup de fouet à vos plants. Ils vont produire rapidement un feuillage abondant, vert et sain. Ce feuillage agira comme un panneau solaire, captant l'énergie du soleil pour la photosynthèse, ce qui permettra ensuite à la plante de constituer les réserves nécessaires à la formation du bulbe. Attention cependant au timing et à la quantité. Un excès d'azote ou un apport trop tardif dans la saison encouragerait la plante à ne faire que des feuilles au détriment du bulbe et pourrait aussi rendre les plants plus sensibles aux maladies. Le début du mois de mars, juste après le premier désherbage, est le moment idéal pour ce premier apport. C'est le petit déjeuner des champions pour votre ail. Quel type d'engrais choisir pour ce premier repas? Oubliez les engrais chimiques de synthèse. Ils peuvent donner un coup de fouet rapide, mais ils sont souvent trop agressifs, risquent de brûler les jeunes racines et n'améliorent pas la structure de votre sol sur le long terme. Tournons-nous vers des solutions organiques, douces et efficaces. L'option numéro 1 est le compost bien mûr. Si vous en avez, c'est de l'or en barre. Épandez une fine couche, environ 1 cm, à la base de vos plants. Un simple griffage en surface suffira à l'incorporer. Le compost apportera de l'azote à libération lente, mais aussi une multitude d'autres nutriments et micro-organismes bénéfiques pour la vie du sol. Une autre excellente option est le sang séché ou la corne broyée. Ce sont des engrais organiques dits « coup de fouet », très riches en azote. Une petite poignée par mètre carré suffit. Incorporez-les également par un léger griffage. Vous pouvez aussi préparer un purin d'ortie, dilué à 10%, et arroser au pied de vos plants. C'est un fertilisant liquide très efficace et un excellent stimulant. Quelle que soit l'option choisie, l'important est de nourrir le sol, qui à son tour nourrira votre ail. C'est une approche plus durable qui garantit non seulement la santé de votre récolte actuelle, mais aussi la fertilité de votre potager pour les années à venir.
Parlons maintenant d'un amendement traditionnel souvent mentionné pour l'ail, la cendre de bois. C'est un sujet qui divise les jardiniers, et à juste titre, car elle peut être à la fois une alliée précieuse et une ennemie redoutable si elle est mal utilisée. La cendre de bois est très riche en potasse, un élément essentiel pour la formation des bulbes. Elle contient aussi du phosphore, du calcium et de nombreux oligo-éléments. Apportée au bon moment, elle peut donc aider à obtenir des têtes d'ail plus grosses et plus fermes. Cependant, il y a deux pièges majeurs. Le premier est que la cendre a un pH très élevé, elle est très alcaline. Si votre sol est déjà neutre ou calcaire, un apport de cendre risque de le rendre trop alcalin, ce qui bloquera l'assimilation de certains nutriments par l'ail. Le deuxième piège est le timing. Il ne faut surtout pas apporter de cendre en mars. À ce stade, la plante a besoin d'azote pour ses feuilles, pas de potasse pour son bulbe. L'apport de potasse se fera plus tard, en mai ou en juin, lorsque le bulbe commencera à se former. Si vous décidez d'en utiliser, faites-le avec une extrême parcimonie. Une petite poignée par mètre carré, pas plus. Et assurez-vous que votre cendre provient de bois non traité et non peint. En résumé, la cendre est un outil puissant, mais à réserver pour plus tard dans la saison et à utiliser avec une grande prudence. Abordons maintenant un sujet qui cause beaucoup d'anxiété, les fameuses pointes de feuilles jaunes. Vous avez suivi tous les conseils, et pourtant, le bout des feuilles de votre ail jaunit. Est-ce grave? Dans la majorité des cas, la réponse est non. Il est crucial de déconstruire ce mythe. Le jaunissement de la pointe des feuilles les plus anciennes, celles qui sont apparues en premier, est un phénomène physiologique tout à fait normal au sortir de l'hiver. La plante a subi un stress dû au froid et a puisé dans les réserves de ses premières feuilles pour survivre et lancer la nouvelle croissance. Elle se déleste simplement de l'inutile pour se concentrer sur l'essentiel. C'est un peu comme si elle sacrifiait un vieil outil pour en forger un neuf plus performant. Tant que le reste de la feuille et les nouvelles feuilles qui apparaissent au centre sont d'un beau vert, il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter. N'allez surtout pas surfertiliser en pensant à une carence, vous feriez plus de mal que de bien. Observez, respirez et faites confiance à la nature. Ce petit jaunissement est souvent le signe que la plante est bien vivante et qu'elle gère son énergie de manière intelligente. C'est une cicatrice de sa bataille hivernale, une médaille de survivant. Cependant, il ne faut pas ignorer tous les signaux de jaunissement. Si le mythe de la pointe jaune est à relativiser, un jaunissement généralisé ou qui affecte les jeunes feuilles doit vous alerter. C'est là que vos talents de détective entrent à nouveau en jeu. Si l'ensemble de la plante, y compris les nouvelles pousses, prend une teinte vert pâle ou jaune, il s'agit très probablement d'une carence en azote. C'est ce qu'on appelle une fin d'azote. Cela signifie que votre premier apport d'engrais n'a pas été suffisant ou que votre sol est particulièrement pauvre. Dans ce cas, un second apport d'un engrais azoté à action rapide, comme un arrosage au purin d'ortie, peut être bénéfique. Un autre cas de figure est un jaunissement qui commence par le bas des feuilles et remonte accompagné d'un ramollissement de la base de la plante. C'est souvent le signe d'un excès d'eau. Les racines sont asphyxiées dans un sol gorgé d'eau et n'arrivent plus à nourrir la plante. Dans cette situation, il faut absolument cesser tout arrosage et, si possible, améliorer le drainage en binant plus souvent la surface. Distinguer le jaunissement normal du jaunissement pathologique est donc une compétence clé. Le premier est un signe de vie, le second un appel à l'aide. Votre intervention doit être adaptée à la cause réelle du problème. L'arrosage en mars est une autre question délicate. Faut-il arroser son ail ou non? La réponse est « ça dépend ». Mars est un mois de transition, parfois très pluvieux, parfois étonnamment sec. La règle d'or est de ne jamais arroser par automatisme. L'ail déteste avoir les pieds dans l'eau.
Un excès d'humidité favorise le développement de maladies fongiques comme la rouille ou la pourriture des bulbes. Avant de sortir l'arrosoir, il faut impérativement tester l'humidité du sol. Le meilleur outil pour cela est votre doigt. Enfoncez-le dans la terre sur quelques centimètres, à proximité des plants, mais pas collé à la tige. Si la terre est fraîche et humide, ne faites rien. Les besoins en eau de la plante sont comblés. Si la terre est sèche, même en profondeur, alors un arrosage modéré peut être nécessaire, surtout s'il n'a pas plu depuis une bonne semaine et que le temps est venteux. Lorsque vous arrosez, faites-le de préférence le matin, en visant le pied des plants et en évitant de mouiller le feuillage. Un arrosage copieux mais espacé est bien plus efficace que de petits arrosages quotidiens qui ne font qu'humecter la surface. En résumé, pour l'arrosage de l'ail en mars, la modération est le maître mot. Il vaut mieux un ail qui a un tout petit peu soif qu'un ail qui se noie. Après avoir bien travaillé le sol et nourri vos plants, il est temps de penser à les protéger avec un paillage. Le paillage, ou mulch, est une couverture de matière organique que l'on dépose à la surface du sol. C'est l'un des meilleurs cadeaux que vous puissiez faire à votre ail et à votre jardin en général. En mars, un bon paillage va jouer plusieurs rôles essentiels. Premièrement, il va limiter considérablement la repousse des mauvaises herbes. C'est une barrière physique qui les prive de la lumière dont elles ont besoin pour germer. Vous passerez donc beaucoup moins de temps à désherber. Deuxièmement, il conserve l'humidité du sol en limitant l'évaporation. Vos arrosages seront plus efficaces et vous aurez moins besoin d'intervenir. Troisièmement, il protège le sol des chocs thermiques. Il le garde plus frais lors des premières journées ensoleillées et le protège des derniers coups de froid nocturne. Enfin, en se décomposant lentement, le paillage va nourrir la vie du sol et l'enrichir en humus, améliorant sa structure année après année. Si vous aviez déjà paillé à l'automne, vérifiez l'épaisseur de la couche restante. Si elle est trop fine, n'hésitez pas à en rajouter. Si vous n'aviez rien mis, c'est le moment idéal pour le faire, juste après votre premier désherbage et votre premier apport d'engrais. Très bien. Mais quel type de paillage choisir pour l'ail? Tous les paillis ne se valent pas et certains sont plus adaptés que d'autres à cette culture. L'idéal est un paillis aéré, qui ne se compacte pas et qui laisse bien passer l'air et l'eau. La paille est une excellente option. C'est d'ailleurs de là que vient le mot paillage. Elle est légère, facile à étaler et se décompose lentement. Le foin est également une bonne alternative, encore plus riche en azote, mais il peut contenir des graines de mauvaises herbes. C'est son principal inconvénient. Les tontes de gazon séché sont très intéressantes, car riches en azote. Mais il faut les appliquer en couches très fines et successives pour éviter qu'elles ne forment une croûte imperméable en fermentant. Les feuilles mortes, si vous en avez encore un tas de l'automne, sont un paillis gratuit et très efficace. Évitez les feuilles de noyer qui contiennent des substances qui inhibent ou la croissance des autres plantes. Le BRF, ou bois raméal fragmenté, peut aussi être utilisé, mais il est préférable de l'appliquer sur un sol déjà riche, car sa décomposition consomme de l'azote au début. Et ce qu'il faut éviter, ce sont les paillis trop denses et humides, comme la paille ou le foin moisi, qui risqueraient de favoriser la pourriture du collet de l'ail. Choisissez un paillis qui convient à ce que vous avez sous la main et appliquez une couche d'environ 5 à 10 cm d'épaisseur. Le printemps n'éveille pas seulement les plantes, il réveille aussi les maladies et les ravageurs. Une inspection précoce en mars peut vous éviter bien des tracas. L'une des maladies les plus courantes de l'ail est la rouille. Elle se manifeste par de petites pustules oranges ou brunes sur les feuilles. Elle est favorisée par un excès d'humidité. Si vous apercevez les premiers signes, retirez immédiatement les feuilles atteintes pour limiter la propagation. Une pulvérisation de décoction de prêle, riche en silice, peut aider à renforcer les tissus de la plante et à la rendre plus résistante. Un autre problème potentiel est la mouche de l'oignon,
dont les larves peuvent attaquer les bulbes. Pour prévenir sa ponte, vous pouvez installer un filet anti-insectes au-dessus de votre culture. Côté ravageurs, surveillez les pucerons qui peuvent s'installer sur les jeunes feuilles. Une simple pulvérisation d'eau savonneuse, avec du savon noir, suffit souvent à s'en débarrasser. L'approche préventive est toujours la meilleure. Assurez une bonne circulation de l'air entre vos plants, en respectant les distances de plantation, évitez les excès d'eau et favorisez la biodiversité dans votre jardin. Des alliés comme les coccinelles, qui se nourrissent de pucerons, viendront vous aider gratuitement. Un ail en bonne santé, qui pousse dans un sol vivant, est naturellement plus résistant aux agressions. Voici une technique un peu plus controversée, parfois appelée la coupe de cheveux de l'ail. Certains jardiniers, surtout dans les générations plus anciennes, ont pour habitude de tailler le bout des feuilles de l'ail au printemps. L'idée derrière cette pratique est que, en coupant une partie du feuillage, on forcerait la plante à concentrer son énergie vers le développement du bulbe plutôt que vers celui des feuilles. Alors, est-ce un secret de pro ou une fausse bonne idée? La science du jardinage est assez claire sur ce point. Cette pratique est au mieux inutile, au pire contre-productive. Rappelez-vous, les feuilles sont les panneaux solaires de la plante. C'est grâce à elles que la photosynthèse a lieu, un processus qui permet à la plante de créer les sucres et l'énergie nécessaire pour construire un gros bulbe. Couper les feuilles, c'est donc réduire la capacité de la plante à se nourrir. C'est un peu comme si on enlevait des panneaux solaires d'une maison en espérant qu'elle produise plus d'électricité. Cela n'a pas de sens. De plus, chaque coupe est une porte d'entrée potentielle pour les maladies. Si vous voyez un jardinier faire cela, il suit probablement une vieille habitude sans en connaître la logique. Laissez donc les ciseaux au garage. La seule taille utile sur l'ail sera celle de la hampe florale pour les variétés d'ail à col dur, mais cela se passe bien plus tard dans la saison. Pendant que vous vous occupez de votre ail, jetez un œil à ses voisins. Le compagnonnage végétal, ou l'art d'associer les bonnes plantes entre elles, peut jouer un rôle non négligeable dans le succès de votre culture. L'ail est un excellent compagnon pour de nombreuses plantes car son odeur forte a un effet répulsif sur de nombreux insectes indésirables. Il est particulièrement bénéfique à côté des carottes, dont il éloigne la mouche de la carotte. Il s'entend aussi très bien avec les laitues, les épinards, les betteraves et les tomates. Si vous avez planté votre ail à côté de ces cultures, vous leur rendez service. Inversement, certaines plantes peuvent aider l'ail. Par exemple, planter des fraisiers à proximité est une association classique et bénéfique pour les deux. Mars est un bon moment pour semer quelques plantes compagnes à croissance rapide entre vos rangs d'ail, comme des radis ou des laitues à couper. Ces plantes occuperont l'espace, limiteront la pousse des mauvaises herbes et seront récoltées avant que l'ail n'ait besoin de tout l'espace pour former son bulbe. La seule association à éviter absolument est celle avec les légumineuses comme les pois et les haricots. L'ail produit des substances qui inhibent leur croissance. Un bon voisinage au potager, c'est comme dans la vie. Ça rend tout plus facile et plus agréable. Il est utile de se rappeler que tous les ails ne sont pas créés égaux. Comprendre la variété que vous cultivez peut vous aider à mieux interpréter son comportement au printemps. On distingue principalement deux grandes familles, l'ail à col dur, hardneck, et l'ail à col tendre, softneck. L'ail à col dur est celui qui produit une tige florale rigide au centre, la fameuse hampe florale, que l'on récolte pour en faire de délicieux pestos. Ces variétés sont souvent plus rustiques, bien adaptées au climat froid, et ont des saveurs plus complexes et piquantes. L'ail rose de Lautrec en est un exemple. L'ail à col tendre, comme son nom l'indique, a une tige plus souple, ce qui permet de le tresser. Il se conserve généralement plus longtemps et a une saveur plus douce. Les variétés d'ail blanc ou violet sont souvent de ce type. En mars, vous ne verrez pas encore de différence majeure, mais il est bon de savoir ce que vous avez.
Les variétés à col dur ont parfois tendance à démarrer un peu plus vite au printemps. Si vous ne savez pas quelle variété vous avez plantée, ce n'est pas grave. Les soins de base que nous avons décrits s'appliquent à toutes. Mais connaître votre ail vous permettra d'anticiper ses besoins futurs, notamment la fameuse coupe de la hampe florale sur les variétés à col dur, qui est une étape cruciale pour assurer un bon grossissement du bulbe. Un élément souvent sous-estimé dans la réussite de la culture de l'ail est la lumière. L'ail est un grand amateur de soleil. Il a besoin d'un maximum d'ensoleillement direct pour réaliser la photosynthèse de manière optimale, et ainsi accumuler les réserves nécessaires à la formation d'un bulbe de belle taille. En automne, lors de la plantation, l'emplacement choisi vous semblait peut-être parfait. Mais en mars, avec le retour de la végétation, la situation peut changer. Prenez le temps d'observer la trajectoire du soleil au-dessus de votre potager. Les arbres ou les grands arbustes à proximité, qui étaient tenus en hiver, commencent à développer leurs feuilles. Leur ombre portée pourrait-elle venir recouvrir votre parcelle d'ail pendant une partie de la journée? Y a-t-il une haie qui a beaucoup poussé et qui pourrait gêner? Si c'est le cas, une petite taille de nettoyage pourrait être nécessaire. Éclaircir les branches basses d'un arbuste ou tailler légèrement une haie peut faire une différence énorme en termes de quantité de lumière reçue par vos plants. Bien sûr, il ne s'agit pas de raser votre jardin, mais de faire en sorte que votre ail bénéficie d'au moins 6 à 8 heures de soleil direct par jour. C'est un investissement simple qui paiera au moment de la récolte. Chaque photon de lumière capté par les feuilles est une promesse de saveur et de grosseur pour le bulbe à venir. Ce conseil ne va pas directement impacter la santé de votre ail aujourd'hui, mais il est peut-être le plus important pour toutes vos futures récoltes. Prenez l'habitude de tenir un petit carnet de jardinage. Mars est le mois parfait pour commencer. Notez-y tout ce que vous faites. Quelle date avez-vous fait le premier désherbage? Quel type d'engrais avez-vous utilisé et en quelle quantité? Quand avez-vous dû arroser pour la première fois? Notez également vos observations. Par exemple, le 10 mars, les pointes des feuilles sont jaunes mais les nouvelles pousses sont bien vertes. Le sol est sec en surface après une semaine de vent. Prenez aussi des photos avec votre téléphone. Ces notes n'ont pas besoin d'être complexes, quelques lignes suffisent. Pourquoi est-ce si important? Parce que la mémoire est faillible. L'année prochaine, au même moment, vous vous poserez les mêmes questions. Grâce à votre carnet, vous aurez une base de données précieuse et personnalisée. Vous saurez ce qui a bien fonctionné et ce qui doit être amélioré. Vous pourrez comparer la croissance d'une année sur l'autre en fonction de la météo. C'est en devenant un observateur attentif et en gardant une trace de vos actions que vous passerez du statut de jardinier amateur à celui de jardinier expert. Votre carnet deviendra votre meilleur ami, un recueil de vos succès et un guide pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Parfois, malgré tous vos bons soins, certains plants d'ail peuvent à matin sembler particulièrement faibles ou montrer des signes de carence. Dans ce cas, une technique de fertilisation avancée peut donner un coup de pouce rapide et efficace, la fertilisation foliaire. Contrairement à la fertilisation classique où l'on nourrit le sol, la fertilisation foliaire consiste à pulvériser un engrais liquide directement sur les feuilles de la plante. Les feuilles sont capables d'absorber de petites quantités de nutriments à travers de minuscules pores appelés stomates. C'est une méthode qui agit très rapidement, un peu comme une perfusion, car elle ne dépend pas de la capacité des racines à puiser les nutriments dans le sol. C'est une excellente solution d'appoint en cas de stress ou de carence avérée. Pour cela, vous pouvez utiliser des engrais liquides organiques très dilués. Le purin d'ortie, dilué à 5%, est parfait. Le thé de compost, bien filtré pour ne pas boucher le pulvérisateur, est également une option formidable. Une autre solution est d'utiliser un extrait d'algues liquides riche en oligo-éléments. La pulvérisation doit se faire tôt le matin ou en fin de journée,
jamais en plein soleil pour éviter de brûler les feuilles. N'oubliez pas de pulvériser aussi le dessous des feuilles, là où les stomates sont les plus nombreux. Attention, la fertilisation foliaire ne remplace pas une bonne fertilisation du sol. C'est un complément ponctuel pour aider une plante en difficulté. Nous avons passé en revue de nombreuses techniques et actions concrètes. Mais le dernier point, et sans doute le plus fondamental, n'est pas une action mais une attitude. La patience et l'observation continuent. Votre parcelle d'art est un écosystème unique. Les conseils que nous avons vus sont des lignes directrices, pas des lois immuables. Le meilleur outil du jardinier restera toujours ses yeux. Prenez l'habitude de rendre visite à votre aile chaque jour, même pour quelques minutes. Observez les changements, même les plus subtils. La couleur des feuilles a-t-elle changé? Une nouvelle mauvaise herbe est-elle apparue? Le sol s'est-il asséché plus vite que prévu? En étant présent et attentif, vous apprendrez à comprendre les besoins spécifiques de vos plantes, à anticiper les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Ne soyez pas trop pressé. La nature a son propre rythme. La croissance de l'ail est un marathon, pas un sprint. Mars est le mois où l'on donne l'impulsion de départ, mais la course durera jusqu'à l'été. Faites confiance au processus, faites confiance à vos plantes. Le jardinage est un dialogue constant avec la nature. Apprenez à écouter, et votre ail vous récompensera généreusement pour votre patience et votre attention. Le dernier point que nous allons aborder pour le mois de mars est une préparation pour l'avenir, une stratégie qui vous aidera à avoir des têtes d'ail, non seulement grosses, mais aussi saines et résistantes. Il s'agit de favoriser la vie microbienne du sol. Un sol en bonne santé, grouillant de bactéries, de champignons bénéfiques et de vers de terre est la meilleure assurance contre les maladies et les carences. Comment faire? Premièrement, en limitant au maximum le travail du sol. Le binage superficiel est utile, mais le bêchage profond détruit la structure du sol et son réseau de vie. Deuxièmement, en le nourrissant avec de la matière organique. Votre apport de compost et votre paillage sont les deux piliers de cette stratégie. Ils fournissent le garde-manger pour tous les micro-organismes. Troisièmement, vous pouvez donner un coup de pouce en apportant des micro-organismes directement. Un arrosage avec du thé de compost oxygéné est une excellente manière d'inoculer votre sol avec une grande diversité de vies bénéfiques. Vous pouvez aussi utiliser des produits commerciaux à base de mycorhizes, des champignons qui vivent en symbiose avec les racines de l'ail, les aidant à mieux absorber l'eau et les nutriments. En considérant votre sol non pas comme un support inerte, mais comme un partenaire de culture vivant, vous changez radicalement votre approche. Vous ne nourrissez plus seulement la plante, vous nourrissez l'écosystème qui la soutient. C'est le secret de la résilience et de l'abondance au potager. Voilà. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir le démarrage de votre ail en mars. Résumons les points essentiels. On commence par une observation minutieuse pour poser le bon diagnostic. Ensuite, on passe à l'action en décompactant délicatement le sol, en effectuant un désherbage manuel précoce et en apportant un premier engrais riche en azote. On n'oublie pas de pailler généreusement pour protéger le sol et limiter les herbes. On surveille l'arrosage avec parcimonie et on apprend à ne pas paniquer pour une simple pointe de feuilles jaunes. Chacune de ces étapes est un maillon d'une chaîne qui mènera, si elle est solide, à une magnifique récolte de grosses têtes d'ail savoureuses et qui se conserveront longtemps. L'ail est une culture gratifiante, mais elle demande cette attention particulière au tout début du printemps. Le travail que vous fournissez maintenant est le meilleur investissement pour votre récolte estivale. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs conseils de jardinage. Et maintenant, c'est à vous.
Quelle est votre plus grande difficulté ou votre meilleure astuce avec la culture de l'ail au printemps? Partagez votre expérience dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Bon jardinage!